Bon. Alors, on a déjà parlé de 2 des 3 grands maîtres de la Renaissance. Du coup, pour pas perdre le rythme, on va parler du 3e. Mais cette fois, on va faire un peu différemment. Autant pour les 2 autres, on a parlé d'une œuvre particulièrement marquante et importante. Pour lui, c'est plus compliqué. Pas que ses œuvres soient moins marquantes ou importantes, c'est juste que... en fait, autant pour les autres l'histoire de l'œuvre et autour de l'œuvre était incroyable, autant pour lui c'est sa vie qui est incroyable. Juste comme ça, la première info, il est mort à 37 ans. Ce qui est jeune, on va pas se mentir. Mais ça fait que, en gros, on peut dire qu'il a eu une carrière de 20 ans. Et en 20 ans, le gars a eu le temps d'être peintre pour 2 papes, d'être architecte et poète, de révolutionner l'art de la Renaissance, de tomber amoureux et d'être considéré comme l'un des artistes les plus importants de tous les temps. Et en plus, il était connu pour être gentil, agréable et drôle. Ouais, c'était le genre de gars énervant. Mais on va quand même parler de lui, en partant d'une œuvre pour raconter son histoire. Parce que c'est le principe du format quand même. Salut les gens, c'est Bibir et bienvenue dans Parle-moi d'eux. Et aujourd'hui on va parler de l'école d'Athènes de Raphaël. Donc, l'école d'Athènes est une fresque de 4,4 x 7,7 mètres faite par Raphaël, située dans la chambre de la signature du musée du Vatican. Elle est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de la cité du Vatican, avec le plafond de la chapelle Sixtine et les jugements derniers, toutes les 2 de Michel-Ange. L'œuvre représente les philosophes et les mathématiciens les plus importants de l'Antiquité, et en tout ce sont 55 personnages qui sont représentés entre le premier et le second plan. Enfin, le premier et le second plan. C'est un tout petit peu plus complexe que ça en vrai. On va analyser un petit peu le tableau pour te montrer comment on se fait manipuler les yeux. Déjà, l'œuvre est découpée en 5 parties, 3 segments horizontaux et 2 verticaux. Toute l'œuvre est axée autour des 2 personnages centraux placés au second plan, Aristote et Platon. Ils se regardent l'un l'autre et au milieu on y retrouve le point de fuite. Et évidemment, je vais pas te rappeler ce que c'est, hein. Non, c'est Poulpi qui va le faire plutôt. Ok. Attends. Alors, le point de fuite est un point imaginaire qui permet au dessinateur de construire la perspective de son œuvre. Il peut y en avoir 1, 2 ou 3, et sur cette fresque, par exemple, il y en a un seul, présent entre les visages des 2 protagonistes. Toutes les lignes de fuite sont donc tirées vers ce point. En plus de cela, Raphaël a encadré plusieurs fois les personnages principaux avec le décor, notamment avec les voûtes qui se trouvent juste derrière eux. Notre regard est donc instinctivement attiré au centre, malgré nous. Mais ça ne s'arrête pas là. L'œuvre raconte une vraie histoire. Enfin, plutôt raconte comment la Rome de la Renaissance considérait être l'équivalent de la Grèce antique en termes de connaissances, de sagesse et de philosophie. Alors, du coup, comment elle nous raconte tout ça, cette fresque ? Déjà, c'est quoi les sujets ? Des philosophes et des mathématiciens, on l'a dit. Mais première précision, ils ne sont pas forcément tous de la même époque. L'idée étant d'avoir les plus importants. Et en plus de ça, la plupart des personnages possèdent le visage de contemporains. Par exemple, Raphaël a représenté Apelle, un artiste peintre, sous ses propres traits. Ou Archimède sous les traits de Bramante, un autre grand architecte et peintre de la Renaissance. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'œuvre s'axe autour de son duo Aristote-Platon. Aristote et Platon qui avaient fondé 2 écoles de pensée plutôt en désaccord, l'idéalisme platonicien et le réalisme aristotélicien. Petit cours de rattrapage. L'idéalisme met la valeur des idées avant la valeur du sensible, du vrai. Le monde des idées est en théorie parfait, car régi par les idées, alors que le monde sensible est une source d'erreur, car régi par nos sens. Et sur l'œuvre, il a le doigt pointé vers le ciel, dans la direction de ce monde des idées. Alors que le réalisme, c'est littéralement le contraire. Aristote pensait que pour comprendre le monde réel, il fallait observer du concret et se concentrer sur les caractéristiques physiques et matérielles. Et sur l'œuvre, Aristote est représenté tendant son bras devant lui, représentant la terre, le concret. Et c'est là qu'interviennent leurs regards, car malgré leur totale opposition dans les idées, ils se regardent comme s'ils débattaient. Et quand on regarde tous les autres personnages, qui représentent d'autres écoles, comme la géométrie, la rhétorique, l'astronomie, etc., ils sont tous en train de discuter, de débattre. Et pourquoi l'avoir représenté de cette manière ? Tout simplement parce que ce tableau peut être considéré comme une allégorie, une manière qu'a eu l'artiste de montrer que la communication était le meilleur moyen d'avancer ensemble, à l'aide des écoles de l'époque qui étaient souvent en compétition. L'allégorie est une figure de style qui, par sa représentation, rend les idées plus compréhensibles et concrètes. Par exemple, un squelette et une faux pour représenter la mort, ou encore une colombe et un rameau d'olivier pour représenter la paix. Et cette idée lui a été commandée par le pape de l'époque, Jules II, un grand fan du travail de Raphaël.
Jules II qui préférera d'ailleurs Raphaël pour décorer ses appartements au Vatican que Michel-Ange. Et ce dernier va pas super bien le prendre, ce qui attisera sa haine du jeune prodige. Alors que Raphaël, lui, était super fan de Michel-Ange. Il le voyait vraiment comme un maître, et va d'ailleurs s'inspirer de son travail, ainsi que de celui de Vinci, allant même jusqu'à en améliorer leur technique. Ouais, c'est peut-être pour ça que Michel-Ange l'avait mauvaise en fait. Et en même temps, c'est toujours comme ça. C'est comme ça que l'art évolue. Un nouvel artiste qui arrive avec de nouvelles idées, une nouvelle vision, et qui améliore ou réinvente le mouvement, voire carrément l'art. Ouais, donc c'est quand même potentiellement un trou de balle. Bref, on dérive un peu. On va tout reprendre depuis le début. Alors déjà, il y a 2 versions de sa date de naissance. Et je dis pas ça de façon légère, hein, ça a une vraie importance dans l'histoire autour de Raphaël. La première version dit qu'il est né le 28 mars 1483. Mais celle-là on s'en fout. La deuxième version dit qu'il serait né le 6 avril 1483. Et pourquoi c'est plus intéressant ? On verra ça plus tard. Son père était Giovanni Santi, un artiste peintre plutôt renommé de l'époque, qui possédait un atelier plutôt florissant et qui créait des œuvres pour l'aristocratie locale. Le petit Raphaël y apprendra les bases de la peinture avec son cher Popo, mais aussi y complétera sa formation en étudiant des œuvres très importantes de son époque. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais l'artiste est né à Urbino, petite commune italienne connue à l'époque de la Renaissance pour son rayonnement artistique, en faisant un des centres névralgiques de cette période. Est-ce que petit Raphaël est plutôt né sous une bonne étoile pour apprendre la peinture ? Oui, sûrement. Non, carrément en fait. Je vais vite passer sur les détails de son enfance et de son adolescence. Sa maman meurt quand il a 8 ans, son père quand il en a 11. Son oncle paternel devient son tuteur et petit Raphaël gère avec 2 autres collaborateurs l'atelier de son papounet pendant que tonton maternel et tonton paternel entrent dans une bataille juridique pour l'héritage de l'atelier. En plus de son apprentissage avec papa, il apprend également auprès de Pietro Perugino, maître de l'école ombrienne, une école de peinture de la région de l'Ombrie, de manière sporadique. Arrivé à ses 16 ans, Raphaël va s'installer à Città di Castello, une ville entre Urbino, sa ville natale, et Pérouse, où se trouve l'école, et il recevra sa première commande solo. Alors je sais pas vous, je connais pas votre niveau de dessin, mais moi à 16 ans je dessinais des S stylisés ou des champis hallucinogènes qui fument des bons gros pilons, mais certainement pas ça. L'année suivante, il est envoyé de manière permanente à l'école ombrienne. Et pour vous donner une idée du niveau de Raphaël à ce moment-là, les historiens semblent s'accorder pour dire qu'il était presque impossible de distinguer la main de Raphaël ou de son maître sur les tableaux. Et maintenant, on commence à causer. Nous sommes donc en 1500, année où il obtient son titre de maître, preuve de la fin de sa formation. Et dans la foulée, son titre de magister, de maître peintre, pour la commande d'un retable pour l'église Sant'Agostino de la Città di Castello. Et un retable, c'est ça, hein. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va rester à Pérouse jusqu'en 1504, et évidemment il va pas rester inactif pendant ces 4 ans, hein. Il va peindre quelques trucs, comme ça, ou ça, et aussi commencer à découvrir l'art de Michel-Ange. Et donc il va quitter Pérouse pour Florence. Et c'est un peu maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Il va rencontrer et se lier d'amitié avec beaucoup d'artistes de l'époque, mais également rencontrer ses 2 idoles, Léonard de Vinci et Michel-Ange. De Vinci ira même jusqu'à l'accueillir au sein de son atelier où le jeune prodige y découvrira bon nombre d'avancées techniques, dont il s'inspirera bien sûr. Le bon exemple se voit dans son œuvre Sainte Catherine d'Alexandrie, et sa propre utilisation du contrapposto, utilisé par Michel-Ange pour son David, et du sfumato, utilisé par De Vinci, notamment sur la Joconde. Et c'est marrant, maintenant qu'on en parle, elle me fait penser à quelqu'un. Et concernant Michel-Ange justement, sa relation avec Raphaël va être beaucoup plus compliquée. Alors, toute petite parenthèse, non pas que Michel-Ange était un immense connard, hein. Il était très admiré et adulé, et c'était un artiste hors pair. Mais quand tu peux pas supporter 2 collègues qui font avec toi la définition même de l'art de la Renaissance, en la personne de Raphaël et Léonard de Vinci, que tu ne signes jamais tes œuvres, sauf quand on accorde le crédit d'une œuvre à un autre artiste et que du coup de colère, tu signes cette œuvre en plein dans le musée où elle est installée. Histoire de la Pietà qu'on a raconté sur notre compte Insta. Abonnez-vous, mettez la cloche, cœur cœur bisous. Et que tu vas jusqu'à calomnier un petit jeune qui t'idéalise juste parce qu'il a pris une partie de ton travail, je pense qu'on peut dire que c'est une personne qui avait un fort caractère et un peu d'égocentrisme. Parenthèse fermée, on revient à l'œuvre du début. Raphaël admirait tant Léonard de Vinci et Michel-Ange qu'il ira jusqu'à donner leur visage, respectivement à Platon et Héraclite. Et j'aime bien l'idée que Michel-Ange soit représenté sous les traits d'un personnage qui semble faire la gueule. Même si c'est pas le cas, hein, je trouve ça un peu drôle. Mais Raphaël c'était aussi un grand amoureux. Et malgré le fait qu'il ait une fiancée qu'il n'épousera jamais, en la personne de Maria Bibbiena, nièce d'un cardinal de l'époque, Bernardo de Vinci de Babbiena, il restera amoureux toute sa vie de Margarita Luti, la Fornarina, la fille d'un boulanger. Oui, parce que Fornaro en italien ça veut dire boulanger, du coup Fornarina, la boulangère, logique.
Quoi qu'il en soit, la fin de sa vie est aussi pas mal rocambolesque, et j'adore dire ce mot. On va lui attribuer des ambitions de devenir cardinal, on va le faire chevalier papal de l'éperon d'or, un genre de légion d'honneur pour ceux qui ont contribué à la grandeur ou la propagation de la foi catholique, et aussi gentilhomme de la chambre, ce qui fait de lui genre quelqu'un très important à la cour du pape. Il va quand même continuer à peindre et produire, genre beaucoup, mais pas que peindre d'ailleurs, parce qu'il est aussi architecte le mec. Et il sera pendant une petite période l'architecte le plus important de Rome. Mais bon, à ce niveau-là, on n'est plus à ça près. Mais il attrapera la malaria et mourra de la maladie quelques semaines plus tard. Selon la légende, des ébats amoureux trop importants plus la fièvre auraient eu raison de lui. Et il ne terminera jamais ce qui devait être l'œuvre à l'apogée de son style, la Transfiguration. Tableau commandé par celui qui deviendra le pape Clément VII, un certain Jules de Médicis. Comme quoi, ils sont toujours dans les bons coups. Et même là, sa légende continue. Vous vous souvenez de sa date de naissance? Eh bien, il est mort à la même date, le 6 avril 1520, comme un certain Jésus-Christ, mort un vendredi avant Pâques. Ce qui rajoute un peu plus à son statut divin, même si les dates auraient peut-être été un peu arrangées pour coller à ça. Mais bon, en soi, Osef, ça fait aussi partie de sa légende à Raphaël. Son corps sera porté par 4 cardinaux vêtus de pourpre, et le pape ira même jusqu'à lui baiser la main, preuve de son statut de superstar de la papauté. Giorgio Vasari, un artiste de cette époque, ira même jusqu'à écrire « Quand Raphaël mourut, la peinture disparut avec lui. Quand il ferma les yeux, elle devint aveugle. » À l'heure actuelle, Raphaël est reconnu comme étant l'un des plus grands artistes de l'histoire occidentale, que ce soit en peinture ou en dessin. Son influence est indéniable dans les périodes qui ont suivi et fait partie de ces noms qu'on connaît sans vraiment connaître à quoi tout ça est rattaché. Du coup, si jamais vous passez par le Vatican pour visiter, passez voir les chambres de Raphaël, je suis sûr que ça vaut au moins autant le détour que le plafond de la chapelle Sixtine. Et puis... ça fait jamais de mal d'avoir un peu plus de culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on change pas si ça plaît le pouce en l'air et le commentaire, si ça plaît pas, le pouce quand même et le commentaire, on s'abonne, on se détend, on boit frais, et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.